Si vous êtes comme moi, votre ordinateur est rempli de données de toute nature, de toute provenance. Dans certains cas, ça vient d'anciens ordinateurs qu'on a remplacés, de disques durs qu'on a refondus dans des disques à plus grande capacité, ce genre de choses. Au début, tout ça était en ordre et on avait la ferme intention de contrôler l'entropie. Mais on sait ce qui arrive. On est négligent, on est paresseux, on place les fichiers un peu comme ça vient, en se disant je vais les reclasser plus tard. Et la première chose qu'on sait, on se ramasse avec un fouillis absolument inextricable et on passe son temps à se demander où est-ce que j'ai mis tel fichier. Une solution partielle à ce problème-là consiste à installer le logiciel Everything, créé par David Carpenter et offert gratuitement sur le site web voidtools.com. Everything est un moteur de recherche personnel, privé, qui s'installe sur votre ordinateur, indexe tous ses contenus. Dans le cas présent, vous voyez, j'ai 304 781 objets d'indexés. Et qui se sert ensuite de cet index-là pour vous aider à retrouver instantanément n'importe quel fichier dont vous connaissez au moins partiellement le nom. Par exemple, dans la boîte de saisie en haut ici, je tape Everything, et instantanément apparaissent dans le tableau des résultats en bas toutes les occurrences du mot Everything dans mes fichiers. Quelque part sur mon ordinateur. Alors, j'ai des choses qui sont Everything lui-même, le programme dans Program Files, j'en ai dans YouTube, j'en ai dans Windows Prefetch, etc., etc., etc. Vous avez vu comme c'est rapide? La différence entre un logiciel qui indexe le contenu de l'ordinateur avant et un logiciel qui ne le fait pas. Si vous avez utilisé la fonction recherche de Microsoft, ça prend plusieurs secondes, si ce n'est pas des minutes, avant d'obtenir un résultat satisfaisant. Et en passant, l'indexation initiale de l'ordinateur avec Everything est également très rapide. Ça prend à peu près 2 minutes pour indexer les 300 000 objets que je montrais tantôt. L'interface du logiciel est tout à fait simple. Une boîte de saisie ici en haut, où on tape ce qu'on cherche, et une boîte de résultats en bas, qui permet de voir les noms des fichiers qui matchent la formule de recherche, et le chemin pour y accéder, la taille, les modifications. Ces entêtes-là sont déplaçables. On peut, par exemple, amener la taille avant le chemin, ou vice-versa. On peut également, en cliquant à droite, identifier un certain nombre d'autres variables sur lesquelles on peut faire des colonnes. Si je tape sur extension ici, on a maintenant une colonne pour montrer l'extension. C'est vraiment pas utile dans un cas où on a demandé à Windows d'afficher l'extension, mais bon. Si je l'enlève maintenant, elle disparaît. Vous avez vu également qu'en cliquant sur la tête de colonne, ben, on peut trier par le champ en question. La fenêtre des résultats se comporte comme une fenêtre dans Windows Explorer, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner les fichiers, on peut faire du copier-coller. Par exemple, si je décide de prendre cette image-là et de l'envoyer dans le dossier image ici, et c'est ça qui est affiché. Alors mon image, ici, image, voici que l'image everything.png a été copiée. Ici, la petite flèche au bout de la ligne, c'est une flèche qui garde l'historique des recherches que vous avez faites, des choses que vous avez tapées ici. Alors, pour revenir rapidement à une commande antérieure, on a juste à dérouler le menu. Ici, c'est des filtres qui sont fournis avec le logiciel. On peut ajouter les nôtres, hein, mais ceux qui sont fournis avec le logiciel sont particulièrement utiles. Par exemple, si je veux ne retenir dans ma fenêtre de résultats que les fichiers exécutables,
Je clique ici et tout ce qui n'est pas un fichier exécutable doit disparaître de la fenêtre des résultats. Alors on voit ici qu'il me reste deux résultats. Le fichier de setup qu'on download de VoidTools et dont on se sert pour installer Everything et l'exécutable de Everything lui-même. Bon. Pour finir la tournée de l'interface, il y a une petite fenêtre de statut ici, pas une fenêtre, une ligne de statut dont le contenu varie selon ce que vous avez sélectionné. La nature d'un répertoire ne donnera pas le même résultat, par exemple, et les configurations que vous avez faites dans le logiciel. Donc, taper, filtrer et manipuler les résultats. 90% des usagers de Everything vont s'arrêter là. Remarquez que c'est déjà beaucoup, et c'est déjà un logiciel qui serait très utile comme ça, mais en réalité, le logiciel est beaucoup plus puissant que ça. Sa force réside dans la richesse de la syntaxe des commandes qu'on peut demander ici dans la boîte de saisie. Et là, j'ai une certaine difficulté parce que cette richesse-là va tellement loin que très rapidement, on dépasse les besoins de la majorité des gens. Et ça devient des usages pratiquement spécialisés pour des administrateurs de serveurs, bon, des choses comme ça. En même temps, il y a là-dedans des commandes simples, mais qui peuvent être très utiles au commun des mortels si on sait qu'elles existent. Et il faut donc que dans cette présentation, je fasse un équilibre entre donner assez pour suggérer la richesse du logiciel et pas aller trop loin pour ne m'adresser qu'à 1% de l'auditoire. Alors, je pense que la meilleure façon de procéder, c'est de donner quelques exemples d'usage un peu plus avancés que taper le nom du fichier, mais qui peuvent être très utiles et faciles à apprendre. Bon, si je tape SXSW, je suis resté avec les exécutables, alors on retourne à tout ici. Je découvre que ça renvoie à deux répertoires. Je savais que j'avais des répertoires qui sont comme ça sur mon ordinateur, qui contiennent de la musique. Bon, donc en tapant SXSW, les premiers caractères, en passant, voyez-vous que la commande tapée dans la fenêtre de saisie est répétée en gras. On montre bien où il a trouvé la chaîne permettant de dire ceci est un match. Bon, Everything a donc trouvé deux répertoires. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement d'avoir les répertoires comme leur contenu. Alors, ce que je fais, je tape ici un backslash avant. Ce qui veut dire, donne-moi le contenu du répertoire, des répertoires SXSW. Et automatiquement, et instantanément, j'insiste, le contenu des répertoires apparaît. Pourquoi? Parce que la saisie se fait, la recherche se fait, non pas seulement sur le nom du fichier, mais également sur son chemin d'accès. Et en tapant le backslash, ici, on signifie que ceci est un répertoire, et il trouve dans le chemin une chaîne de caractères correspondant à la recherche backslash SXSW. Alors, ça veut dire que dans le répertoire ici et là, on voit apparaître. Donc, ça apparaît dans les résultats parce qu'il a trouvé la chaîne de caractères. Alors, comme tantôt, si vous voulez voir juste les pièces de musique, filtrez sur fichier audio et les deux répertoires disparaissent. Autre exemple. J'élimine le backslash pour dire que je veux filtrer seulement sur mon disque dur d'unité D. Et je demande tout, il ne sort rien. Pour quelle raison? Parce que mes deux répertoires SXSW ne sont pas sur le D, ils sont sur le E. Alors, je filtre uniquement sur le E. Et, oups. Ah oui, il faut mettre un espace. Voilà. Dès que j'introduis un espace entre le E2 et le SXSW, mes deux répertoires réapparaissent. Pourquoi qu'il y en ait comme ça? C'est parce que la commande E2 qui dit cherche uniquement sur
le disque E. Et la commande cherche SXSW sont deux commandes distinctes en quelque sorte, qui sont jointes par la fonction logique, un et logique, and logique. La ligne de commande accepte les fonctions logiques et ou bien not. Alors par exemple, si en avant du E, j'écris un point d'exclamation, qui est la syntaxe pour dire not. Alors, cherche non pas sur le disque E. Partout ailleurs, mais pas sur le disque E. Et évidemment, mes deux répertoires disparaissent des résultats. Évidemment, on peut déjà combiner ce qu'on a appris avec un backslash ici, un tri sur les fichiers audio. Alors, on a les fichiers uniquement audio dans les répertoires SXSW, uniquement sur le disque E. Une autre chose qu'on peut faire aussi, là j'enlève l'espace, tout disparaît, c'est parce que le répertoire SXSW n'est pas à la racine du disque E. Et ça, c'est considéré comme une chaîne unique et il ne trouve pas ça au complet au même endroit. Je peux faire, par exemple, mettre une frime ici. Étoile, qui veut dire un nombre arbitraire de caractères, veut dire cherche sur le disque E dans n'importe quel répertoire comportant un sous-répertoire qui s'appelle SXSW et montre-moi uniquement les fichiers audio. Et ça donne exactement ce qu'on cherche. Bon, je reviens à la chaîne la plus simple. Et je reviens ici à tout. Encore plus fort. Supposons que je voudrais chercher quelque chose seulement dans les fichiers qui ont été modifiés aujourd'hui. Je tape ici tm, 2.2d. Le logiciel a été développé en anglais et lorsque les commandes comportent des mots, ben, ils sont en anglais. Qu'est-ce qu'on a ici? On a uniquement les fichiers qui ont subi des modifications aujourd'hui, le 5 octobre 2019. Voyez-vous, c'est toujours partout la même date. J'ajoute un et uniquement sur le disque E. Voilà. Les fichiers qui ont été modifiés aujourd'hui sur mon disque E apparaissent. Encore plus fort. Vous soupçonnez que vous avez des duplicata dans vos fichiers et vous aimeriez savoir comment les repérer. Tapez dupe. Et ici, tous les fichiers, bon, ok, on va mettre E2 points. Tous les fichiers comportant des duplicata apparaissent sur le disque E, puisque j'ai sélectionné uniquement le disque E, apparaissent ici. Alors j'ai deux fois ce fichier-là ici, une fois dans Musique SW, blablabla, une autre fois dans YouTube 1, Brew, Voyage, etc. Pas mal, hein? Tout ce que je viens de vous montrer, je l'ai pris dans les fichiers d'aide. L'aide de Everything en ligne, qui est accessible ici. Et en passant, l'aide en ligne, quelque part sur le site web, il y a un fichier d'aide, la même chose que je viens de vous montrer, mais sous forme de fichier CHM. Et si vous downloadez le fichier CHM, puisque Everything indexe tout, eh ben, il le voit passer et il l'affecte au logiciel. Alors, dorénavant, une fois que le fichier CHM est downloadé, si vous cliquez ici, au lieu de vous envoyer sur le site web, il va ouvrir simplement le fichier CHM, le format d'aide, de fichier d'aide de Microsoft. Bon, localement, avec l'installation, il y a aussi quelques fichiers d'aide. Alors, voyez-vous, ce que je vous expliquais, le et logique, le ou logique, le non, les caractères de remplacement, l'étoile, les macros de différentes fonctions, une série de commutateurs. Tout ça est disponible en résumé dans le bon. Voyez-vous la richesse de ce que ça comporte. Rapidement, on peut chercher sur recent changes par an, recherche des fichiers disposant un nombre indiqué de dossiers par an. C'est complètement fou. Il n'y a pas grand monde qui peut apprendre ça par cœur.
Simplement, je vous recommanderais, quand vous installez le logiciel pour la première fois, de regarder ça attentivement au moins une fois. Et les fonctions les plus simples, les plus faciles à utiliser, les plus courantes, vont vous rester dans la mémoire. Vous allez peut-être être obligé de revenir, c'est à quoi exactement, mais bon, au moins vous allez utiliser le logiciel d'une façon un peu plus riche que simplement taper un autre fichier puis voir ce que ça donne. Syntaxe des expressions régulières. Le logiciel accepte des requêtes sous forme d'expressions régulières. Ma recommandation, comme toujours, embarquez-vous pas là-dedans, mais ça peut le faire si vous êtes un spécialiste des expressions régulières. Ça va marcher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Il y a les options de la ligne de commande. Le logiciel peut fonctionner sur la ligne de commande. Ça fait longtemps que plus personne n'a travaillé avec ça, sauf les vieux de la vieille, mais il y a une série de commandes qui remplacent à peu près tout ce qu'on peut faire dans l'interface graphique avec la ligne de commande. C'est surtout utile lorsque vous programmez des batch files ou des choses comme ça. Bon, vous ne ferez probablement pas ça, mais au moins vous saurez que ça existe. Ensuite, il faut regarder un peu les options de configuration. Parce que ce que je vous ai montré là n'est pas actif à l'installation initiale. J'ai modifié un certain nombre de choses dans l'interface ou dans le comportement. Et si vous voulez reproduire toutes les fonctionnalités que je viens de montrer, il faut jouer dans la configuration. Ce qui va me permettre également de passer partout et de m'assurer que j'ai pas oublié qu'il n'y a rien d'important. Langue, bon, défaut utilisateur, dans mon cas c'est en français. Stocker où on stocke les réglages et les données. Vérifier la mise à jour des passages. Démarrer everything avec le système, très recommandé. Exécutant, ça c'est pas nécessaire. Service everything, le précédent n'est pas nécessaire justement parce que il y a un service everything qui fonctionne au niveau le plus bas là, de Windows, dans le dernier sous-sol, et qui regarde passer toutes les modifications de fichiers. C'est comme ça qu'il peut travailler et indexer on the fly tout ce qui se passe. Ajouter au menu contextuel, ça veut dire lorsque vous cliquez à droite sur un fichier, je vais en prendre un exemple ici. Quand on clique à droite sur un fichier, il y a un menu comme ça qui s'affiche. Si j'allume la fonction ici, ajouter au menu contextuel, il va y avoir une ligne pour dire cherche avec everything, qui se comporte de façon différente selon qu'on s'adresse à un répertoire, un fichier, un groupe de fichiers, etc. Raccourci sur le bureau, pas vraiment nécessaire. Raccourci dans le démarrage rapide. Moi, je préfère l'avoir dans ce qu'on appelle le tray ici, en permanence. C'est la meilleure place pour installer, pour avoir un accès rapide à ça. Protocole URL, bon, ça c'est des fichiers EFU, ce sont des fichiers créés par Everything pour ses besoins à lui. L'interface usager, exécuter en arrière-plan, fichier niveau de $, ben voilà, c'est ça ici que je parlais. Démarrer sur un simple clic, j'aime ça comme ça. Ouvrir une nouvelle fenêtre de la zone de notification, oui. Ouvrir au lancement d'Everything, non, parce que il se lance quand j'allume l'appareil, mais j'ai pas besoin d'avoir une fenêtre de recherche immédiatement à chaque fois. Chercher pendant la frappe. Vous avez vu que des fois, j'ai même pas besoin de finir de taper le mot que déjà les résultats commencent à apparaître. Alors c'est dû à ce commutateur-là ici. Sélectionner la recherche au clic de la souris. Ça veut dire sélectionne tout le texte dans l'édition de la recherche lorsqu'il est focalisé par un clic. C'est pas très clair, hein? Faudrait que j'y pense. À l'activation, se focaliser sur le champ de recherche, oui. Ça veut dire que le curseur va apparaître ici, dans la boîte de recherche. Full Row Select, non. Parce que Full Row Select, ça veut dire que dès que vous cliquez à un endroit sur un résultat ici, la ligne au complet s'allume et on peut faire des sélections en tout cas. Vous l'essayerez, vous allez voir ce que ça donne. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien avoir un contrôle plus fin sur ces choses-là. Bon, accueil.
Respecter la case, respecter le mot entier, respecter le chemin, c'est des comportements qu'on peut soit activer de force, désactiver de force, ou dire, utilise la dernière valeur que j'ai utilisée la dernière fois. Moi, je les laisse comme ça, tout le temps. Et j'ai pas vraiment remarqué de résultat, de changement. Bon, recherche, filtre. Bon, le filtre, ouais, ça, par exemple, tu vois, on pourrait dire filtrer sur tout le temps, dès que je change quelque chose. Mais bon, ça m'a pas vraiment dérangé de l'avoir sur la dernière valeur. Des fois, on peut avoir envie de faire plusieurs recherches de suite sur avec le même filtre. Index, base de données locale. Les autres choix, c'est dans les cas où Everything travaille de concert avec d'autres ordinateurs sur un réseau. Recherche, index ASCII rapide, oui. Respecter le chemin quand la recherche contient des séparateurs, oui. Respecter le nom complet du fichier lors de l'utilisation des caractères de remplacement. Ça, je mets non. Vous savez, l'étoile que j'ai mis tantôt ici, si je coche ici, ça veut dire que l'étoile va toujours remplacer un mot complet. Le comportement est bon. J'aime mieux que l'étoile remplace un nombre arbitraire de caractères. Ça me donne plus de souplesse. La série des deux manières, vous allez voir que, en tout cas, il y en a un des deux qui va vous plaire plus que l'autre, j'imagine. Autoriser les opérateurs littéraux, c'est pouvoir écrire et, and, or, not comme opérateur dans l'argument de recherche, dans la ligne ici. Étendre les variables d'environnement. On peut faire des recherches sur les variables d'environnement de Windows entre deux signes de pourcentage. Autoriser slash comme séparateur de chemin. Slash ou backslash, ça va être la même chose. La précédence, est-ce que le ou passe avant le et ou l'inverse? Ça va beaucoup mieux lorsqu'on fait passer le ou avant le et. Cherche ceci ou cela de concert avec autre chose. Et non pas cherche ceci ou cela de concert avec autre chose. Vous voyez, la nuance est subtile, mais bon, ça fait des grosses différences dans les résultats. Ici. Masquer les résultats quand la recherche ne donne rien. Ah, ça c'est bien. Parce que masquer. Vous avez vu tantôt. Ok, je vais sortir de là. Voilà. Lorsqu'il n'y a rien dans la fenêtre, on ne voit rien d'affiché ici. Si j'avais décoché cette là, je verrais toujours le total de mes fichiers ici, 304 784. Alors que lorsqu'il n'y a rien, ça permet d'avoir une belle fenêtre vide, ce qui est, à mon avis, beaucoup plus esthétique. Masquer les résultats, vider la sélection de recherche. Je veux dire quoi exactement? Purge la sélection des résultats et l'endroit de focus lorsque les paramètres de recherche sont modifiés. Ouais, c'est ça. C'est que on peut, quand on change les paramètres de recherche, on peut garder dans la fenêtre des résultats ici de recherche antérieure, ou bien la vider puis recommencer avec les nouveaux paramètres. Alors, dans certains cas, ça peut être utile de garder et de modifier pour s'approcher progressivement du résultat désiré. J'ai pas expérimenté avec ça encore, mais bon, il faudrait voir. Là, mais à premier abord, je dirais que c'est garder le résultat, c'est bon lorsque on fait des trucs avec des syntaxes avancées, expressions régulières ou bien des caractères de remplacement complexes, des choses comme ça. Mais moi, je le garde comme ça. Je le garde à vider, actif. Fermer la fenêtre à l'exécution de non. Autoriser le double-clic dans la colonne des chemins. Oui, ça veut dire qu'on peut démarrer un exécutable ou démarrer un fichier audio en faisant un double-clic dans la colonne des chemins. Défilement automatique, non. Double apostrophe autour des copies de chemin. Si vous avez des espaces dans vos noms de répertoire, ça peut être une bonne idée de toujours rajouter des apostrophes comme ça. Ne pas sélectionner l'extension. Ouais. Vous renommez un fichier, il y a une fonction à renommer quelque part dont je n'ai pas parlé, qui n'est pas aussi
élaborée que celle du logiciel de Bulk Rename Utility, dont j'ai déjà fait l'examen, mais ça dit ici que lorsqu'on renomme un fichier, on ne touche pas à l'extension. Tri par date décroissante, tri par taille décroissante, c'est bien correct. Bon, affichage. Double tampon, ça c'est technique, c'est bon. C'est pour donner une meilleure apparence à l'affichage des résultats. Alterner les couleurs de ligne, si là j'ai pas rien à montrer, mais bon, il y a des lignes qui apparaissent avec des couleurs différentes qui permettent de suivre une ligne jusqu'au bout pour, ça aide à ne pas se tromper. Marquer la ligne survolée par un curseur. Non. Comme ça ici. Voyez-vous, quand je passe devant une ligne, il y a un souligné qui apparaît. Marquer les termes de la clé de recherche, c'est ce que je disais tantôt. La clé de recherche apparaît en gras dans la liste des résultats. Afficher le comptage des résultats. Si vous voulez compter le résultat, cochez là-dessus. C'est pas tellement le nombre comme la précision qui m'intéresse. Show size c'est ça, il reste en anglais, je sais pas. Montrer la grosseur des fichiers dans la barre de statut. Ça, c'est le poids des fichiers qui apparaissaient ici tantôt. Afficher les infobulles, c'est ce que vous voyez là, une infobulle. Rafraîchir l'affichage de suite après défilement. Le rafraîchissement de l'affichage n'a lieu qu'après le défilement. Activer cette fonction peut diminuer la performance du défilement. Bon, le défilement, j'aime autant le garder off, donc pas d'importance. Format de la taille automatique. C'est-à-dire des K, des MB, des gigs, bon. Il va le choisir automatiquement ce qui est le plus court à afficher. Utiliser un rectangle de sélection. Bon. On est à affichage. Menu contextuel. OK, ça c'est de la liste des choses qui vont apparaître dans le menu contextuel. Si vous cliquez avec le bouton droite dans un résultat, voici les champs que vous pouvez faire apparaître. Et puis pour chacun d'eux, on peut régler si on veut qu'il apparaisse ou non. Apparaisse seulement quand on enfonce la touche majuscule ou ne pas l'afficher. Bon, il y en a qui sont plus utiles que d'autres. Explorer le chemin. Police et couleurs, on peut changer les couleurs, les polices qui apparaissent un peu partout. Et on peut définir des raccourcis de clavier pour dire rouvre-moi une nouvelle fenêtre, afficher la fenêtre, commuter entre 2 ou 3 fenêtres, afficher les commandes contenant si bon. Il y en a une série. L'historique. Activer l'historique. Conserver l'historique pendant 90 jours. Toujours suggérer des recherches. Bon. Activer l'historique, c'est ça ici. La petite flèche qui est ici. L'index. Ah, ça c'est plus intéressant. On peut changer l'emplacement de la base de données. Par défaut, elle est dans les App Data, dans les settings et documents de Windows. Donc, bien à l'abri. Aucune raison vraiment de changer ça pour un usager normal. Nom de fichier de la base de données. On peut changer si on... Non. Ça, c'est pour les cas de multi-utilisateurs. Je vais expliquer pas ça. Compressé. Pas vraiment nécessaire parce que le fichier n'est pas très gros. Vous allez voir, je pourrais vous montrer. Mais c'est couple de centaines de meg. Indexer les changements récents. Autrement dit, il va suivre tous les changements que vous faites au fur et à mesure vont s'intégrer dans la base de données, ce qui fait que vous êtes toujours à jour. Indexer le poids de chaque fichier. Indexer le poids du répertoire, c'est pas vraiment utile. Indexer la date de création, la date de modification, la date du dernier accès. Indexer les attributs. On peut faire des indexations beaucoup plus riches que celles que je vous ai montrées ici, là, avec mes 4 colonnes. Ce qui permet évidemment de faire des recherches
sur des fichiers qui ont été créés entre telle date et telle date, bon, des choses comme ça. Forcer la reconstruction, c'est si votre base de données vous semble corrompue pour une raison quelconque, vous pouvez ici forcer la reconstruction de la base de données. Il va réindexer comme il l'a fait la première fois quand vous l'avez installé le logiciel. NTFS. Bon. On dirait qu'il réagit. Bon. OK. NTFS, c'est la liste des disques durs qu'il y a sur votre ordinateur et qui vont être indexés. Alors, on voit que dans le cas présent, moi j'en ai 3, mon disque C, un disque D et un disque E. REFS, ça c'est une variante de... Ah, attends, je vais finir ici. Inclure automatiquement les nouveaux volumes fixes, ça aurait dû être coché. Inclure automatiquement les nouveaux volumes à mobile. Vous rentrez un DVD de données dans votre ordinateur, il va l'indexer. Et effacer, enlever le contenu des volumes lorsqu'on les enlève, les volumes qui sont débarqués. C'est le contraire. Bon. REFS, c'est une variante du format de file system de Microsoft. Vous n'aurez pas besoin de ça. Ceux qui en ont, ils le savent, puis ils savent pourquoi. Dossier. Ah, ça c'est plus intéressant. Le dossier permet d'ajouter à la base de données un volume qui est en réseau. Tiens, je vais vous faire une démonstration. Je pense que ça vaut la peine. Et puis je vais même, tiens, ça va être une belle occasion de montrer à quel point ça va vite. OK, j'annule ici pour rappeler. OK. 304 784 fichiers maintenant. Alors, on se souvient de ça. On le garde en mémoire. Également, élégance 2. OK. J'allume une grosse horloge ici. Remarquez bien l'heure, il est 18h39. Bon, je retourne ici, dans les options, dans les dossiers, et je dis ajouter. J'ajoute quoi? J'ajoute le répertoire master sur mon Synology, qui est un gros volume en RAID qui contient quelque chose comme 20 Tera ou bien proche. Bon, alors 18h39, 304 000 fichiers. Je vais mettre sur pause après l'avoir démarré parce que ça va quand même prendre quelques minutes. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ça prend finalement pas grand temps pour indexer 20 ou 19 Tera de données. Alors, balayage de W ici. Je mets sur pause. Donc, c'est 5 minutes après le début du balayage. Et on a maintenant 1 778 592 objets, voilà, dans notre indexation. Et on a rajouté un volume qui s'appelle W et qui contient énormément de choses. Est-ce que ça ralentit ma recherche d'avoir un si gros fichier maintenant à fouiller dedans? Voyons. Voilà. Instantanément, pareil comme avant, il trouve Ayakato dans mon volume W photo. Alors, si on va faire comme d'habitude, on va trier, on va filtrer sur des fichiers images cette fois. On va dire que Ayakato c'est un répertoire. Ah non, tiens, je peux le laisser là, mais on va procéder de la façon comme ci en mettant des guillemets. Hein? Je vais montrer les guillemets. Voilà, les photos d'Ayakato, des œuvres d'Ayakato apparaissent.
Ça va être plus beau si on les regarde en thumbnail. Et il y a même une fonction prévue ici qui permet d'afficher les images. Une par une, comme ça. J'aime beaucoup cet artiste. Bon, tant qu'à y être, on va montrer le faux fichier audio. Tiens. Ça marche aussi pour les fichiers audio. Par contre, le comportement est un petit peu différent. C'est pas une fonction très élaborée, ça. Pour les fichiers, là, je suis dans les fichiers audio, fichiers vidéo. Celui-là il est sur le E, celui-là il est sur le W. Pour les fichiers vidéo, quand on les démarre, ils ne démarrent pas dans la fenêtre d'affichage, mais ils démarrent avec une application indépendante. L'application qui est par défaut sur votre... Bon. OK, ça va faire pour les fichiers audio. Affichage, on retourne... Non, on va retourner à détail, qui est la plus fréquente, et on supprime le preview. Il faudrait retourner dans les options. Où est-ce que j'étais rendu? Dans le dossier ici, je viens d'installer le W. Voilà. Liste des fichiers. Ça veut dire que on peut, à l'aide de Everything, préparer des listes de fichiers qui vont se placer dans des fichiers texte au format CSV, c'est-à-dire Comma Separated V, je ne sais pas trop pourquoi. Utilisable par exemple dans Excel, dans des choses comme ça. Alors on peut avoir nos listes de fichiers avec toutes les caractéristiques, l'extension, la taille, la date de ci, de ça, dans Excel, au cas où on aurait besoin de ça pour un travail quelconque. Là, il y a une liste d'exclusion. Comme voyez-vous ici, j'ai exclu les fichiers dossiers cachés, exclure les fichiers dossiers système, et j'ai activé une liste d'exclusion même si elle est vide. Alors ici, on peut ajouter un dossier avec un filtre pour dire exclu de l'indexation tous ces fichiers-là. Bon. ETP, FTP, le logiciel est également un serveur ETP, FTP. C'est-à-dire qu'on peut activer sa fonction serveur et à ce moment-là, il acquiert des propriétés d'un serveur et il met son index à la disposition de consultations extérieures qui rentrent sur le port 21. Vous ne ferez pas ça sans doute. Activer le serveur HTTP. Bon, ça c'est la même affaire. Vous pouvez activer le serveur HTTP et à travers un réseau ou sur sa propre machine, on peut ouvrir un furteur et consulter l'indexation en tapant 127.0.0.1 et Everything, je pense. Bon, mais ça non plus, on n'a pas besoin de ça parce que finalement, l'interface du logiciel ici même est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus conviviale que de passer par un furteur. Et puis, bon, consulter des listes de contenu des ordinateurs de vos amis, qu'est-ce qui ouvrirait une porte d'accès de cette façon-là? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, pas mal plus riche qu'on s'imagine à première vue, hein? Le logiciel se mérite vraiment des félicitations d'un peu partout. Le propriétaire a monté un système de donation pour ceux qui... C'est du logiciel libre, hein? Alors, pour ceux qui veulent contribuer, et regardez ici, on est le 5 octobre aujourd'hui. Alors, le 5 octobre, il y a eu une contribution de 10$ de Jesse Miller. Great software, easy to use, saves me tons of time. 4 octobre, hier, tiers évidemment, 20$ américains.
Le 3, 10 piastres, 29 septembre, 26, 23, 50 piastres ici, c'est pas vrai. Doty Software LLC, c'est une compagnie. The command line interface is also fantastic. Lui, tu vois, il apprécie la ligne de commande. Il donne un exemple. Il est assez content pour donner 50 pièces. Ici, un autre 25 pièces. The Guy with the Dogs, 21 septembre. Et il y en a, 200 dollars. Ici, quelqu'un qui a donné le 26 août, Silent 254 a donné 200 dollars américains. Excellent philosophie supported an excellent different. Wow. Ce qui fait que ça vaut la peine pour M. Carpenter de supporter son logiciel et de le laisser actif. On n'est pas les seuls à trouver que c'est vraiment un logiciel intéressant. Alors, j'espère que la présentation vous a plu. Et si oui, faites comme ailleurs, mettez un like dans le bas de la vidéo. Et si j'ai l'intention de continuer avec d'autres présentations de petits utilitaires comme ça, étudier en profondeur, c'est un peu le créneau que je me donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait des vidéos qui sont un peu longues, mais écoutez, si ça vous plaît, dites-le moi. Si vous avez des commandes spéciales, dites-le moi également. Si c'est des chaînes que je connais assez, il est possible que je les fasse passer en priorité. Et sur ce, au revoir et à la prochaine.